Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont Blanc. Une demi-heure d'actu et d'infos à vivre en direct sur 8 Mont Blanc et sur notre page Facebook. Un programme encore bien chargé ce soir. L'aventure est née dans un garage au Grand Bornand. Elle se poursuit 10 ans plus tard avec une entreprise de 70 salariés dans le bassin naissien, 2 magasins et nombre de projets. Je reçois l'équipe de Snow Leader ce soir sur ce plateau. Et puis comme chaque jeudi, nous parlerons de l'actu des médias. Laurent Keller, le directeur de l'Aimant Bleu, me rejoindra. La télé locale genevoise vient de déménager et fourmille de projets. Enfin, Vincent Poirier de BD Fugue nous proposera, comme chaque mois, ses derniers coups de cœur. J'ai été convaincue, je suis sûre que vous le serez aussi. Mais avant, salut Pauline. Salut Fanette. Les titres du JT pour commencer et un coup dur pour les grands projets transfrontaliers, notamment côté transport. Oui, on aura Gabrielle Doublet qui est vice-présidente du Grand Genève côté français par Skype. Alors, le titre de nos confrères, c'était le Grand Genève puni par Berne, tout simplement, puisque par rapport au projet, en fait, tout simplement d'infrastructure, ils n'auront a priori qu'une subvention de 38,8 millions de francs contre les 200 millions de francs attendus. C'est une très grosse baisse et un très gros coup dur, donc on en parlera avec Gabrielle Doublet et on fera un petit peu le point pour voir si Berne pourrait changer d'avis. Et puis, troisième et dernier épisode de notre série de la semaine. Consacré au métier de l'ombre en station, Emmanuel Jaude est allé aujourd'hui du côté du Grand Bornand pour rencontrer les nivoculteurs. C'est eux qui produisent la neige de culture, comme on le voit sur ces images, et qui font que, eh bien, on peut avoir un super domaine skiable, même si là on a beaucoup de chutes de neige et qu'a priori il n'y a pas besoin de produire. Ils s'ennuient pas. Voilà, ils s'ennuient pas, ils ont beaucoup de choses à faire, donc on le verra dans son sujet, on ira dans les coulisses des nivoculteurs du Grand Bornand. On passe à la revue de presse et justement, beaucoup de neige. Donc, où est passé le soleil? Ah oui, alors attends, je l'avais dans l'autre sens, mais oui, je tourne ma feuille, c'est pas grave. Alors oui, au mois de décembre 2017, la ville de Chambéry n'a connu que 38,6 heures d'ensoleillement. C'est très faible, c'est un très faible taux d'ensoleillement, la moyenne étant plutôt autour de 60 heures, donc c'est quasiment moitié moins. Les Chambériens, et globalement, la Savoie, les Hauts-Savoyards et la France entière n'a pas beaucoup vu le soleil au mois de décembre. Et en ce début d'année 2018, eh ben, c'est pareil, le soleil se fait toujours discret. Entre le 1er et le 17 janvier, la durée d'ensoleillement à Chambéry n'est que de 33,2 heures. Alors le record le plus bas durant ce mois remonte à 1996 avec seulement 44,4 heures de soleil. Il y a encore un petit peu de marge pour éviter de battre ce record qui n'est pas terrible. Donc on rappelle le soleil, vient vers nous, vient la neige, c'est bon, on en a assez. Bon, le soleil peut revenir, c'est bon pour les heures d'ensoleillement. Et puis une bonne idée pour les parents d'Annecy. C'est ça, pour ceux qui ne savent pas comment faire garder leur enfant, du moins à l'improviste, parce qu'on sait que c'est jamais évident, on peut avoir une réunion à la dernière minute. Eh bien, une Annécienne invente le concept de garderie à l'heure. Elle dit « Nous sommes là pour aider les parents. Nous accueillons les enfants de 2 à 10 ans sans préinscription préalable. » Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour 1 heure minimum et jusqu'à 4 heures maximum. Il est possible de réserver, mais c'est pas nécessaire. Elle dit, alors elle s'appelle Sila Nico. L'objectif, c'est d'aider les parents. C'est une solution de dépannage quand ils ont un imprévu ou que tout simplement ils ont prévu d'aller faire du sport, de faire leurs courses, de se donner un petit temps un peu à eux parce que ça fait du bien aussi. Ça s'appelle Happy Tipeee, c'est installé dans un local de 140 mètres carrés situé derrière la gare d'Annecy. Elle dit qu'il y a un besoin réel. Alors elle est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 19 h. 1 heure de garde, c'est 9,50 € et elle peut accueillir jusqu'à 25 enfants en même temps. Et ce qu'il faut préciser, ils sont encadrés par 3 adultes qui sont diplômés dans le secteur de la petite enfance. Donc à l'heure où il y a des problèmes de crèche dans la ville d'Annecy, eh ben, c'est pas mal, c'est une idée sympa pour les parents. Et hop, je retourne ma feuille puisque du coup c'était de l'autre côté et on commence avec des photos insolites. Voilà, donc ça se passe du côté de Val Thorens. En fait, le jardin d'enfants est littéralement en train d'être mangé par la neige. Donc c'est Ski Pass qui nous propose ça sur Facebook aujourd'hui. On est à 2,10 m à 2300 mètres, donc ça fait quand même pas mal. Il y a 15 cm de neige fraîche qui sont tombés récemment dans la station. Alors par contre, il faut être prudent parce que forcément, le risque d'avalanche est très élevé. Il est de 4 sur 5. Et puis, donc, avec toutes ces chutes de neige, bah voilà. Donc ça, ce sont les pisteurs secouristes des Arcs qui ont posté ça. Je pense que c'est depuis une dameuse. Donc voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination pour conduire la piste. Et là, c'est pas une piste de ski, c'est la route.
Ah bah, voilà. Ça donne une idée comment on fait pour se rendre aux Arcs. Voilà, c'est ça. Donc, faut mieux y aller en ski de rando, en montant en ski de rando visible. voilà, faut chausser les skis pour monter. Et puis on reste un peu dans l'univers de la montagne avec une application qui peut sauver. Voilà, ce sont nos confrères de Canal 9 qui nous proposent ce reportage. C'est un projet transfrontalier mené en France, en Suisse et en Italie. C'est en fait une application de télémédecine qui fonctionne en montagne. Donc on regarde un petit extrait du reportage. Trouver dans cette application la liste de tous les symptômes en lien avec le mal des montagnes et puis donc être informé là-dessus, mais en même temps recevoir les informations sur différents types d'autres maladies comme les œdèmes pulmonaires, les œdèmes cérébraux, et donc aussi les mesures à prendre quand on a ce genre de symptômes sur une certaine durée. Les maladies liées à l'altitude sont encore aujourd'hui méconnues. Cette application donne des informations sur les problèmes que l'on peut rencontrer en altitude, gelure, hypothermie, déshydratation. Elle permet également d'évaluer rapidement et simplement son état de santé via un questionnaire. En quelques clics, l'alpiniste peut savoir si un symptôme présente un signal alarmant ou pas. Idée sympa. Idée sympa, et on verra le reportage complet demain dans le JT. Tout à fait. À tout à l'heure, À Pauline. tout à l'heure. On va passer aux invités du jour. Je reçois aujourd'hui Thomas Rouault et Julien Odigier de Snow Leader. Bonjour. Bonjour, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, Snow Leader va avoir 10 ans. L'entreprise est née en 2008 dans un garage au Grand Bornand. Vous êtes aujourd'hui dans des locaux flambant neufs, 4000 m² dans le bassin nessien, 72 salariés, 16 millions de chiffre d'affaires en 2017. Vous vous attendiez à ça en 2018 dans le garage du Grand Bornand? Pas du tout, non. Le projet, il est né d'une idée pour essayer, pour voir comment le projet allait se porter. Et puis au fil de l'évolution de la société, on a accompagné le mouvement en recrutant et en agrandissant nos locaux au fur et à mesure. L'idée de base, c'est que vous êtes parti d'un magasin qu'on trouve dans les stations où il y a tout ce qu'il faut pour profiter de nos belles montagnes et de le mettre sur Internet. Ça n'existait pas? Non, en 2008, quand on a lancé le site, l'offre sur Internet, elle était uniquement... Enfin, le e-commerce était vraiment très porté par le déstockage. Et il n'y avait pas forcément de beaux magasins en ligne qui proposaient une offre multimarque avec des produits premium. Et donc, on s'est lancé dans ce créneau-là parce qu'on avait identifié qu'il y avait justement un trou dans l'offre sur Internet. La recette du succès, elle est où avec le recul de ces 10 premières années? La recette du succès, ce qui nous a vraiment permis de nous différencier, de nous faire connaître, c'est d'offrir un reblochon fermier à tous nos clients dès qu'ils passent une commande de plus de 150 €. Et ça, dès le départ, ça a été vraiment un élément différenciant par rapport à d'autres acteurs qui proposaient uniquement un acte mercantile. Nous, on permettait de faire découvrir un morceau de nos montagnes à nos clients. Et c'est ce qui nous a fait connaître et ce qui a lancé un peu toutes les actions marketing qu'on a pu faire autour du reblochon. En fait, tout de suite, vous avez créé un lien. Exactement, on a essayé de créer de l'affect avec nos clients pour leur montrer qu'effectivement, on était un magasin, mais qu'au-delà de l'acte purement d'achat, on pouvait leur proposer du service, leur offrir un petit cadeau sympa pour qu'ils se souviennent de nous et qu'ils deviennent assidus à l'enseigne. Alors d'ailleurs, vous avez reçu aujourd'hui, vous nous avez envoyé l'info là cet après-midi, donc ça tombe bien. Vous venez de recevoir l'award de la meilleure stratégie digitale dans le monde de l'outdoor. Donc ce lien que vous avez commencé à créer au moment de la création avec les reblochons, etc., il se poursuit aujourd'hui via les réseaux sociaux et c'est un super outil. Bah évidemment, c'est vrai qu'à l'heure totale des réseaux sociaux, tout passe par là. Donc c'est important pour nous de discuter avec nos clients en direct, par le biais de Facebook, par le biais d'Instagram, par le biais de Twitter. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, qu'un site internet ne peut pas faire par exemple? Bah, ça nous permet vraiment de nous humaniser au final. Parce que justement, par le biais de l'écran, c'est compliqué pour les clients de faire confiance à une société en ligne. Il y a encore plein de monde qui ont du mal à faire confiance. Du coup, il faut se montrer présent, il faut se montrer présent pour n'importe quelle question, un peu pour nos experts. Tout ça, ça aide aussi à les rassurer, à rassurer tous ces clients. Ça permet d'entretenir vraiment un lien direct avec les clients. On est hyper réactif et du coup, ça, comme Julien le disait, ça permet de créer de la réassurance auprès des clients puisque dès qu'ils posent une question, dès qu'il y a une actu, on est tout le temps en direct avec les clients et du coup, l'interaction, elle est au final comme dans un magasin physique et elle va même au-delà puisque du coup, l'offre qu'on peut proposer sur Internet est beaucoup plus large
Et donc, on est en mesure de leur apporter des renseignements sur une multitude de produits, chose qu'un magasin physique, du coup, il est limité par l'espace de sa surface de vente, alors que nous, on n'a pas cette limite-là. Par contre, vous avez quand même décidé d'ouvrir des magasins. Donc ça veut dire que ça manquait. Il y a eu Annecy d'abord, Chamonix il y a quelques mois, bientôt Lyon au printemps. Ça veut dire qu'il y a un retour en arrière. Le site internet, là encore, ça ne suffit pas. Le magasin, alors c'est un magasin puisque c'est en centre-ville et que ça a la forme d'un magasin, mais par contre, on se sert de nos boutiques vraiment comme effectivement d'un magasin, mais aussi comme d'un théâtre. Ça nous permet d'organiser des événements, d'organiser des projections. Tous les 15 jours, on organise des Roblox Run, donc, qui partent de la boutique avec un athlète qui emmène les clients courir pendant 1 heure, 1 heure et demie, et on fait un apéro ensuite à la boutique. On permet aux clients aussi de venir essayer des produits, de venir tester certains produits. Et donc au final, l'acte de vente ne représente que 20 à 30% de l'activité de la boutique. Et on se sert de la boutique comme d'un lieu de rencontre avec nos clients. Et du coup, ils fréquentent le magasin aussi pour échanger, discuter, rencontrer d'autres clients qui pratiquent les mêmes activités et pas uniquement pour venir acheter comme on le fait dans une boutique traditionnelle. Votre activité, forcément, elle est météo-dépendante. J'ai lu pour préparer cette interview que l'idée, c'était aussi d'aller vers l'export pour se détacher peut-être de cette dépendance-là. La piste d'avenir, elle est là pour vous aujourd'hui? Il n'y a plus rien à faire, entre guillemets, en France parce que vous avez déjà conquis le marché? Non. Aujourd'hui, Internet pèse grosso modo entre 10 à 15% du total des ventes retail. Donc, il reste encore des parts de marché à aller chercher en France. On ouvre des boutiques aussi pour aller conquérir des parts de marché sur la partie commerce physique. Mais c'est vrai que quand on a des périodes d'absence de neige sur notre partie des Alpes, il se peut qu'en Suisse ou en Autriche, l'enneigement soit bien meilleur. Idem l'été, quand on a des périodes de pluie qui empêchent toute pratique outdoor. Dans d'autres pays, la météo est meilleure. Donc, ça nous permet effectivement de diminuer ce risque de météo-dépendance. Aujourd'hui, vous êtes à une croissance autour de plus 15%, c'est ça, chaque année? Un peu plus. Un peu plus? Beaucoup plus. Beaucoup plus, donc combien? On est entre 30 et 40% Ah par oui, an. Mais... bien plus alors. Jusqu'où vous allez aller? L'ambition, On a bon, la alors réponse à ça. l'ambition, elle est Alors, où? on est allé voir une voyante et la voyante nous a dit qu'on pouvait devenir les numéros 1, les leaders en France. En tout cas, on essaye d'y arriver sur le web déjà, sur notre cœur de marché. Et puis ensuite, selon les ouvertures des boutiques, on peut peut-être aller détrôner quand même. Elle est où votre plus grosse concurrence aujourd'hui? Aujourd'hui, clairement, la plus grosse concurrence, elle est dans le commerce physique, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 85% du marché qui est fait dans le commerce physique. Donc, notre potentiel de croissance, il réside aussi dans le déploiement du réseau de boutiques en France et en Europe pour augmenter la taille de l'entreprise. Mais l'idée, c'est vraiment, et ça fait partie de l'ADN de Snow Leader, c'est vraiment de maintenir ce lien de proximité avec nos clients. Et dans tous les cas, même si effectivement on se développe de 30 à 40% par an, l'objectif c'est de maintenir la même qualité de service. Et à partir du moment où on verra que la qualité de service elle diminue, on mettra vraiment tout en œuvre pour corriger ça avant d'essayer de générer de la croissance. Alors j'ai dit tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui 72 salariés, on voit là passer quelques images, je pense que ça c'est dans les nouveaux locaux. Exactement. Avec les membres de la Roblox Team d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est aussi, vous venez de le lancer, 24 athlètes pour le moment, je suppose, ça a vocation à grandir, qui portent vos couleurs. Exactement, qui portent nos couleurs, qui ont un peu l'ADN de Snow Leader, c'est-à-dire jeunes, passionnés d'outdoor et qui ont envie de montrer à tout le monde ce qu'ils font. On a des passionnés qui sont connus, des athlètes de haut niveau qui gagnent des courses. Par exemple. Exactement, ou Michel Lannes ou Julien Chaurier qui gagnent des ultra-trails. Mais aussi des personnes qui sont un peu moins connues, mais par contre qui sont autant passionnées et qui ont un avis sur les produits, qui ont le souci du détail qui est aussi fort que nous, que nos experts au final. Alors il y a quand même un mystère, c'est donc vous êtes dans des locaux tout neufs, là on va voir les images, on les a vus, j'ai pas fait attention, des locaux très sympas, on joue, il y a du ping-pong, des jeux vidéo, etc. Tout va bien, moyenne d'âge 27-28 ans, et vous peinez à recruter. Comment c'est possible ça? Alors c'est possible déjà du fait qu'on est installé sur le bassin annécien. Et ça ne fait pas rêver le bassin annécien? Si, le bassin annécien ça fait rêver jusqu'à temps qu'on arrive dans une agence immobilière pour trouver à se loger. Donc ça clairement aujourd'hui c'est un frein. C'est vrai que le coût du logement pour attirer des salariés qui viennent de Paris ou d'autres régions
Ça, c'est C'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Et puis, on a le tropisme aussi de Genève qui fait qu'au niveau de la rémunération, on n'arrive pas à s'aligner sur ce que peuvent proposer les entreprises genevoises. Donc, voilà. Donc là, vous cherchez encore du monde. On cherche du monde dans plein de domaines. Service client, assistant achat, en comptabilité, en web marketing. On a à peu près une dizaine de postes qui sont ouverts et qui sont non pourvus pour le moment. Et donc les offres sont consultables sur le site, sur la partie recrutement tout en bas du site. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci à vous. Merci, puis bonnes 10 prochaines années, je ne suis pas très inquiète. Merci beaucoup. Merci. On parlait de Genève, justement. J'ai le plaisir de recevoir mon invité média maintenant, Laurent Keller, confrère et directeur de L'Aimant Bleu. Bonsoir. Bonsoir, Fanette. Alors, L'Aimant Bleu a été créé il y a une vingtaine d'années à Genève. Depuis, comme beaucoup de télés locales, il y a eu plusieurs vies. Vous êtes directeur de L'Aimant Bleu depuis 2015. L'Aimant Bleu version 2018, c'est quoi? Ouh là là, c'est beaucoup de choses, hein. Quelle question. C'est énormément de choses parce que, disons, le métier s'est un peu complexifié. On doit être présent sur l'antenne, sur la télévision. Ça, c'est notre priorité. Puis ensuite, on doit décliner nos produits sur quantité de surface, les réseaux sociaux, le web, si possible de manière originale. C'est ce qu'on appelle la vitrine. Après, disons, la mission, c'est la même, hein. C'est l'ADN, c'est la proximité. Là, on va sur une année électorale, donc on va être à plein pot sur ces élections. Donc c'est un peu jouer avec tous ces éléments et puis avec l'ambition de se rapprocher toujours plus de notre public, de créer des communautés et puis d'ancrer le média dans sa cité. Vous venez de déménager, donc une rentrée animée, on va dire ça comme ça. Vous êtes une trentaine, vous êtes rapprochés de boîtes de production notamment dans vos locaux. L'idée, c'est de créer de nouvelles synergies? C'est juste, on était, me paraissait-il, un peu isolés là où nous étions. On a eu une opportunité de rejoindre d'autres sociétés audiovisuelles indépendantes. Tout le monde reste indépendant, mais potentiellement complémentaires les unes avec les autres. Et on voit déjà, on se croise dans les couloirs, des idées émergent. Il y a une société de production, il y a une société de transmission satellitaire, il y a une société de digital. On a un nouveau voisinage qui est tout à fait stimulant maintenant. Année chargée, on l'a dit, avec les élections cantonales notamment. Et puis, il y a une fameuse votation dont on a souvent l'occasion de parler sur 8 Mont-Blanc parce que, vu de la France, voilà, c'est assez étonnant. En Suisse, le BILAG, donc c'est une sorte de redevance qui est pour les télés locales, les radios et le service public audiovisuel. Il y a une votation pour éventuellement la supprimer dès le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, c'est la moitié de votre chiffre d'affaires. Vous êtes inquiet aujourd'hui en tant que directeur de chaîne locale? Bon, je dirais d'abord, on est toujours un peu inquiet comme directeur de chaîne locale, 4 mars, enfin, on est inquiet tous les jours, hein, et ça fait depuis 3 ans que je suis à la tête de cette entreprise. On est inquiet tous les jours, toutes les nuits. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu la démocratie suisse dans ce qu'elle a de plus spectaculaire. Là, c'est vraiment une refonte complète de l'audiovisuel en Suisse. C'est toute l'architecture audiovisuelle suisse qui explose en morceaux. Donc oui, c'est de nature à nous inquiéter, c'est de nature de nous inquiéter. Ça inquiète pas seulement nous, ça inquiète tous les médias privés de ce pays, audiovisuels, les radios, les télévisions. Ça fait beaucoup de monde. Ça inquiète le service public, le média national, la télévision, ces radios également. Donc oui, ça inquiète les acteurs culturels, les acteurs sportifs. Donc il y a en effet un climat d'inquiétude aujourd'hui en Suisse, puisqu'on nous propose de trouver un autre modèle sans nous dire véritablement quel est ce modèle. Il n'y a pas de plan B? Alors, on a entendu des gens dire qu'il n'y a pas de plan B. En effet, c'est difficile de se projeter après un tel séisme. Donc, chacun devra, si le cas échéant, si cette votation est acceptée, trouver des solutions. Certains en trouveront peut-être, d'autres pas. En tout cas, ce sont pas moins de 13 000 emplois dans le monde audiovisuel qui sont concernés et menacés. Ça en dit long, cette votation, sur la défiance des citoyens aujourd'hui face à leurs médias et à leurs journalistes, de fait? C'est juste, les médias de service public ont fait leur mea culpa, ont dit qu'ils n'avaient peut-être pas suffisamment expliqué leur rôle et qu'ils avaient peut-être s'étaient un peu déconnectés de cette population.
Aujourd'hui, on voit bien que c'est une initiative porte-monnaie. Les gens, peut-être, en ont marre de payer pour les assurances maladie qui augmentent chaque année. Donc on sent en effet une lame de fond, un grand ras-le-bol de la population qui aujourd'hui a l'opportunité d'avoir 460 francs suisses de plus à la fin de l'année. Et aujourd'hui, ils le font savoir. Maintenant, est-ce que les gens paieront moins une fois cette taxe supprimée? C'est loin d'être sûr. Ça veut dire qu'il faut les reséduire avec de l'info de qualité, hyper locale. En l'occurrence, pour vous, j'ai vu aussi que vous travaillez sur un format enquête. Il faut aller les rechercher. Il faut aller les rechercher, il faut aller les trouver là où ils sont. Il faut, comme je le disais, multiplier les plateformes, se diversifier, ancrer sa marque. Il faut créer un lien très fort avec ses téléspectateurs. C'est un travail de tous les jours. Et puis oui, c'est uniquement par ce biais-là qu'on arrivera à trouver les solidarités pour que nous puissions continuer à exister. Donc ça, c'est une évidence. Il faut aller rechercher son public, il faut le reséduire, il faut le reconquérir. En cela, c'est sain ce qui se produit aujourd'hui. Maintenant, si c'est le désert audiovisuel en Suisse, on n'aura plus cette opportunité de reséduction. Ce qui est dommage. La rédaction, après votre arrivée en juin 2015, est passée au Mojo, donc c'est le mobile journalisme. Votre JT est réalisé depuis 2015, donc entièrement à l'iPhone. Ça a été un pari gagnant? On peut dire que ça, un pari gagnant pour plusieurs raisons. Hein. Ça a apporté de la légèreté aux journalistes. On voyait qu'ils en fait, rechignaient de plus en plus à sortir sur le terrain parce que les équipements sont lourds. On a chez nous une culture JRI, journaliste, reporter, image, c'est-à-dire un journaliste fait tout, il tourne, il monte, il porte une caméra très lourde, il sort le trépied, il met sa caméra, il fait les interviews, il doit encore réfléchir un petit peu. Donc tout ça, ce changement d'outil vers plus de légèreté, un outil qui pèse quelques grammes, un sac à dos, à quelque part à stimuler, un petit peu démultiplier notre envie de sortir, d'aller à la rencontre des acteurs de la ville. Et je crois que ça nous a vraiment dynamisé, et ça nous a redonné le plaisir à travailler et à faire notre métier. Ça rapproche, là aussi, encore une fois, de vos concitoyens? Ça rapproche, je crois, on peut dire. En fait, on a le même outil que les gens. Et pour autant qu'on sache l'utiliser... Du coup, il n'y a pas de concurrence? Il y en a une parce qu'on l'utilise de manière professionnelle. C'est-à-dire l'expérience accumulée jusque-là en caméra traditionnelle nous a servi à utiliser le smartphone d'une manière professionnelle. On l'a équipé de micros professionnels, donc le son est broadcast. On va utiliser des stabilisateurs, des trépieds. Donc on travaille un peu à l'ancienne, mais sur un nouvel outil. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que les gens n'ont pas vu la différence. Et le public, par contre, a tout de suite montré une belle curiosité, a trouvé ça plutôt séduisant. Et puis du fait qu'on a le même outil que les gens, en fait. Chacun a un smartphone dans sa poche. On arrive, on couvre un événement avec un smartphone. Ça permet un tout petit peu de nous rapprocher de notre public, quelque part de nous mettre à la même distance, à la même hauteur que notre public. C'est fini la grosse équipe qui arrive avec la perche et qui impressionne. Là, il y a un dialogue et on est un peu plus sur l'essentiel, je crois. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette année entre la votation, les élections cantonales qui vont beaucoup vous mobiliser? De réussir les élections cantonales, c'est un gros morceau, on est très concentré là-dessus. On a beaucoup de nouvelles émissions, c'est un grand enjeu, on est attendu, on adore ça. C'est vraiment un moment de vie exceptionnel. Genève est un peu en campagne politique permanente, hein, entre les communales et les cantonales, mais c'est vraiment là le cœur de notre métier. On adore ça, on adore la politique, on a un ADN très politique. Donc il faut réussir ça. On fait des soirées politiques en ville, ça va être vraiment extraordinaire, je crois. Et puis, nous souhaiter également de continuer un beau développement depuis 2-3 ans, un bon trend, comme on dit, au-delà du 4 mars. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Fanette, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tout de bon à Huit-Mont-Blanc. Tout de bon. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Bonsoir. On va parler bande dessinée maintenant. Comme chaque mois, Vincent Poirier de BD Fugue vient nous partager ses coups de cœur. C'est notre rubrique On en parle. Bonsoir, merci d'être là. J'étais en train de faire le tri dans les BD parce que tu nous as encore amené proposer plein de belles choses. Alors avant de commencer, pour dire quand même que tu as du flair, puisque la dernière fois on avait parlé pas mal de choses et 3 des titres présentés sont dans les 10 finalistes pour le prix du meilleur album d'Angoulême.
Donc, il faut aller faire un tour à BD Fugue pour se faire Je bien pense conseiller. qu'Angoulême s'est basé sur les chroniques du Mont Blanc. Mais pour, je pense, mais on a eu des coups de fil. Alors, et justement, puisqu'on parle d'Angoulême, on va commencer avec Cosette. C'est lui qui préside cette 45e édition avec Calypso. Alors moi, je le vois comme une histoire d'amour, mais pas que. C'est un polar romantique. Polar on peut romantique, dire voilà, ça éventuellement. parfait. Mais effectivement, il y a une histoire d'amour derrière. Mais finalement, une histoire d'amour passée. L'histoire de Gus qui travaille dans un chantier, qui a des amis, et un film culte qui passe, Calypso, cette actrice qui était une emblème, une icône glamour. Il explique à ses collègues que c'est son premier amour à lui quand ils étaient jeunes. Bon, bien sûr, personne n'y croit, hein, c'est encore tes vieux racontards. Et non, vraiment, il l'a connue et il apprend qu'elle est dans une clinique désormais plus très loin de lui. Pas très loin de chez nous d'ailleurs. Pas très loin de chez Sur nous. les hauteurs du Léman. Ouais, les bords du lac Léman, tout à fait. Et il veut la retrouver. On découvre que oui, son histoire est vraie. Mais on découvre que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a eu effectivement quelques décennies, quelques changements dans leur vie, l'un comme à l'autre. Et elle se retrouve dans une situation où, malgré la froideur des retrouvailles, il y a peut-être quand même finalement un besoin de retrouvailles quand même. Eh ben, en tout cas, c'est une très belle histoire et puis on ne sait pas comment ça se termine. Bon, on dira Enfin, pas en tout cas. voilà. Nous, Donc, très belle histoire. On va passer à Lady Killer. Alors là, Ouais, c'est une sorte on change de Dexter genre, au hein. féminin, on change de Ouais. genre. Ça me branchait pas du tout, la couverture. Et en fait, c'est génial. oui. C'est déjà, c'est très beau, un côté vintage un peu sympa. Et puis, c'est mordant, quoi. Ouais, oui, alors tu parles de Dexter, il y a du Desperate Housewives, il y a du Mad Men dedans, et il y a beaucoup d'élégance, c'est deux femmes qui sont derrière, et c'est du comics tel qu'on n'a pas l'habitude de le lire, parce qu'effectivement on pense comics, on pense super-héros, on avait vu Batman la dernière fois, là il n'y a pas de super-héros, on est sur Josie qui est une femme au foyer extrêmement élégante et impliquée pour ses enfants, son mari, sa famille, sa maison, et tueuse à gages, sans, sans le moindre complexe. Elle est effarante dans son double rôle. Et c'est assez fascinant à lire parce que c'est finalement malgré tout très drôle dans le contraste de cette élégance incroyable, ce côté vintage et en même temps Elle n'y va pas par quatre chemins. Non, c'est très cru. Quand elle travaille, cette dame. C'est très violent et en même temps très élégant, donc on se laisse prendre. Oui, c'est vraiment, ça a fait l'unanimité aussi à la rédaction. L'homme gribouillé, donc là, il y a de quoi faire aussi. Il y a un peu plus de 300 pages, oui. Ça commence avec une femme muette, mais que par moment. Oui, c'est effectivement c'est une contrainte qu'elle a. Elle perd parfois sa voix en fonction du stress. Alors, ça va nous donner un petit peu un fil rouge pour ça, mais cette femme, elle est intéressante surtout pour finalement sa famille. Betty, qu'on va suivre ici, qui a la petite quarantaine, elle a une jeune fille qui s'appelle Clara, elle a sa mère, Maude, que des femmes, pas d'hommes dans cette vie, pas d'hommes depuis quelques générations, justement. On sent qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, effectivement, sur ces filiations. On est sur une histoire du quotidien, on est sur un dessin qui est Frédéric Peters, qui est un jeune voix, qui a un dessin qui est splendide au niveau de sa façon de nous immerger dans ces histoires, que ce soit pour les décors, la mise en scène, le caractère qu'il va donner à ces personnages. Ils ont tous quelque chose d'extrêmement authentique. On y croit, on est avec eux. Et puis Max arrive par-dessus tout ça. Max, c'est le personnage qu'on voit en couverture, qui est une sorte d'entité clairement surnaturelle. Hein. On sent qu'il va se passer quelque chose pas tout à fait prévu. Et cette atmosphère qui passe du quotidien à un fantastique qui vient s'immiscer petit à petit, et un fantastique en plus totalement inconnu, même pour nous. C'est pas du vampire, c'est pas du loup-garou, c'est pas une énième histoire effectivement déjà vue. Non, tout est beaucoup plus subtil et amené avec beaucoup d'originalité et puis une maestria, une fois de plus, au niveau de la narration, c'est extraordinaire, donc je ne te l'avais pas proposé au départ. Oui, c'est un arrivé de dernière minute. Le bas de combat. Hier matin, je me suis levé tôt pour le finir. Un vrai coup de cœur, là, pour le coup. Énorme coup de cœur. Je me suis dit, je ne peux pas faire l'émission sans en parler. Sans en parler. Et puis ensuite, on passe à la Brigade Verhoeven. Je ne sais pas comment ça se prononce. Verhoeven, oui, c'est bien. Avec un dessinateur originaire d'Annecy. Mais oui, Yannick Corboz, on le connaît dans la bande dessinée pour plus récemment l'Assassin qu'elle mérite.
Précédemment, il avait déjà commis quelques albums. Son dernier, La Brigade Vérovène, on connaît aussi son inspiration, j'ai envie de dire, parce que c'est une adaptation de roman au pluriel. Pierre Lemaître, on lui doit Au revoir là-haut, qui a été sous les feux des projecteurs grâce au cinéma récemment. La Brigade Vérovène, c'est une histoire complète par album, donc c'est un tome 1, mais il y aura une vraie résolution à la fin. Et c'est un polar psychologique très empathique en même temps, où on va suivre Camille Vérovène, qui fait 1m45, qui n'a pas tout à fait la carrure classique du... Avec une bonne tête. Il a une super bouille, et il est très attachant. Et puis il a une équipe, une brigade qui est effectivement assez hétéroclite, et on va le suivre dans cette enquête. Enfin, une enquête, plutôt un cas d'urgence, parce que John, il a 2 prénoms, a posé quelques bombes pour qu'on libère sa mère. Et on se rend compte que son rapport à sa mère n'est pas tout à fait l'Oedipe qu'on avait imaginé. Et c'est un chantage et une course en avant qui est palpitante. Et c'est extrêmement bien raconté. Donc ça, c'est un tome 1, ça veut dire qu'il y a déjà d'autres tomes ou ça arrive? Et qu'il y aura. Il y aura. Tomes. Oui, Parce que là, il vient de sortir. Il vient de sortir, il a une grosse semaine à peine. Et oui, non, c'est un premier volume, mais en histoire complète. Mais il y aura d'autres, comme Astérix, en fait. D'accord. Histoire complète. Donc c'est à surveiller. De très près. Et puis, on termine avec un format un peu particulier, Essence. Essence, oui. Qui est une histoire, donc c'est Achille, Oui, Achille, tout à fait. c'est ça. Il se réveille, on le retrouve dans une voiture à côté de son ange gardien. Oui. Avec des dessins... On ne sait pas si c'est un rêve, c'est très onirique effectivement tel que c'est construit. D'ailleurs, il se rend compte rapidement, son ange gardien lui explique, tu peux modifier plein de choses, comme nous dans un rêve. Si on prend conscience qu'on rêve, on se dit, bah, tiens, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Sauf qu'il n'est pas dans un rêve, il est au purgatoire. Et il va voir un travail, finalement, c'est très introspectif, où il va essayer de comprendre un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, il va devoir comprendre beaucoup de choses de lui-même. Et c'est tout ce cheminement dans lequel on l'accompagne, mais un cheminement où le décor change tout le temps, les voitures changent tout le temps aussi, puisque c'est un passionné de voitures de collection qui va en profiter pour se faire beaucoup plaisir, quitte à pouvoir changer l'histoire. Oui, les amateurs de voitures, puis il y a une course-poursuite aussi assez hallucinante en termes d'image, très chouette. Ouais, ben on va courir contre James Dean, hein, quand voilà, même, donc c'est pas mal. C'est pas rien. Il y a énormément de choses à en retirer. Je pense que Essence, on le lit 3 fois, on est capable de détecter d'autres éléments de l'histoire à chaque fois. Il y a un dessin qui est fabuleux, Benjamin Flao. C'est un dessinateur qui a fait encore assez peu d'albums, mais chaque album, c'est époustouflant visuellement. Et Fred Bernard qui est un auteur à la fois complet, qui est dessinateur, et qui est aussi un scénariste pour la jeunesse comme pour la bande dessinée adulte. Qui a un univers d'une grande richesse. Donc l'association des deux, ça forme cet album inattendu, original et finalement qui vient encore montrer que la bande dessinée peut offrir beaucoup de choses. Eh ben, merci beaucoup encore pour tous ces coups de cœur. C'était un vrai plaisir à lire tout ça. Donc, merci. Vivement la prochaine alors. Vivement la prochaine. Merci. Pauline va nous rejoindre pour un petit rappel des titres. Et on va commencer avec un vrai coup dur pour les projets transfrontaliers. Oui, on aura Gabriel Doublé par Skype tout à l'heure pour nous expliquer. Le Grand Genève puni tout simplement par Berne. En tout cas, c'est le ressenti des élus. Une subvention de 200 millions de francs était attendue. Il n'y en aura que 38,8 millions. Alors, quelles conséquences pour tous les projets? On fera le point avec lui tout à l'heure. Et puis, le dernier épisode de notre série? Oui, consacré au niveauculteur. C'est eux qui s'occupent de produire la neige, même si en ce moment, on l'a dit, il y en a beaucoup. Et bien, il faut quand même en produire. Emmanuel Jaude est allé dans les coulisses du côté du Grand Bornand à la fin du JT à découvrir. Merci Pauline, on te retrouve là dans un instant sur le plateau du JT. On se quitte avec quelques images de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pour la première fois, la course a fait étape en plein cœur du village de Megève, donc ça donne de très belles images. Le temps pour moi de vous annoncer le sommaire de demain. Je recevrai le président de l'association Genevois sans frontières. L'association compte peser lors des prochaines élections cantonales. Daniel Rodriguez viendra nous présenter son film Origine, la faune venue du froid. Et puis comme chaque vendredi, Camille me rejoindra pour ces idées de sortie du week-end. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Et puis à demain. Passez une très belle soirée.
Merci.